Les décodeurs d'Atlantique Matin en ce jeudi 6 mars 2025 avec Hicham Hamadi et Ismaël Bargash. Ce matin, on parle de Moul Hanout, l'épicier du coin, qui est, on le sait, bien plus qu'un simple commerçant. Il est souvent le confident, le dépanneur, celui qui accepte de faire crédit à la fin du mois quand les finances sont serrées. Et bien désormais, il pourra devenir un acteur financier à part entière. L'idée n'est pas totalement nouvelle. Déjà, les recharges téléphoniques ou encore les services de paiement mobile se sont installés progressivement auprès de ces épiciers. Aujourd'hui, c'est une autre dimension qui s'ouvre devant eux. Transfert d'argent et de retrait de cash. Paiement des factures d'eau, d'électricité et d'Internet, distribution de colis en lien avec les activités e-commerce et à terme, des microcrédits accordés aux clients. Le gouvernement voit en ce modèle une double opportunité. D'abord, faire du commerce de proximité un levier de modernisation financière. En tout cas, c'est comme ça que cela est présenté. Et d'un autre côté, soutenir aussi ces petits commerçants face à la montée en puissance, et on le constate tous les jours, des grandes surfaces et du e-commerce. Mais ce projet soulève autant de questions que de défis. Encadrer la sécurité des transactions d'abord. Qui garantira la fiabilité de ces nouveaux services? Certains détaillants prêtent déjà de l'argent à leurs clients avec des commissions parfois élevées. Là aussi se pose la question des abus à éviter. Et puis la concurrence avec les banques et les autres opérateurs télécoms qui raflera la mise entre les banques, les établissements de paiement et les opérateurs déjà présents sur ce segment. Cette nouvelle transformation, en tout cas du commerce de proximité, peut être une révolution pour l'inclusion financière au Maroc, où la question qui se pose, c'est est-ce qu'on risque au contraire d'une financiarisation incontrôlée d'un secteur déjà très fragile? C'est ce que nous allons décoder, tenter en tout cas de décoder aujourd'hui avec mes deux invités du jour. Hicham Hamadi à ma droite, président de Togo. Bonjour Hicham. Bonjour Abdelali. Ramadan Mubarak Saïd. Il y a un temps de latence. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ramadan, c'est quoi? Non, c'est Non simplement la concentration. Ismaël, qui te fait défaut ce matin peut-être? Exactement. Ismaël Bargash à ma gauche, cofondateur et président de la start-up marocaine Oufar. Bonjour Ismaël. Bonjour. Et d'ailleurs, avec votre start-up, vous travaillez en étroite collaboration, j'ai envie de dire, avec ces petits épiciers, ces commerçants de quartier, ces Moualin Houanet, comme on dit. Et c'est vrai que j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse également. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, de prime abord, est-ce que c'est une bonne idée si le projet est mené à terme? Parce que là, pour l'instant, c'est un projet qui est piloté, chapeauté par le ministère de l'Industrie et du Commerce, et notamment le ministre Riyad Mazzour. Mais on attend de voir concrètement ce que ça va donner sur le terrain. Ou est-ce que c'est, comme on dit communément, la fausse bonne idée? Ismaël Bargash. C'est une excellente idée, c'est définitivement une excellente idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le but derrière cette initiative, c'est un but d'inclusion financière. Concrètement, ce que les autorités appellent de leur vœu, et ce que l'intégralité des Marocains appellent de leur vœu, c'est d'être en mesure de pouvoir faire que les Marocains transactent davantage avec des moyens de paiement digitaux plutôt qu'avec du cash, parce que quand on arrive à faire que la majorité des citoyens d'un pays transactent avec des moyens digitaux, en fait, on enrichit tout le monde. Je fais un raccourci énorme, mais la conclusion, c'est celle-ci. Or, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a une corrélation très fine entre la quantité d'endroits où on peut distribuer ces services financiers, ces services en général, et la quantité de gens qui les adoptent. C'est ce qu'on a. C'est une industrie qui est drivée par la quantité de ce qu'on appelle dans notre jargon de supply, la quantité de gens qui fournissent le service, et la quantité de gens qui adoptent le service est un facteur de la quantité de gens qui le distribuent. Et vous n'avez pas de réseau de distribution plus fort au Maroc que les épiciers. Et par ailleurs, quand vous faites un benchmark et vous regardez les autres pays où les services financiers ont décollé, vous vous rendez compte qu'il y a un point de distribution de ces services financiers pour environ 350 habitants. Nous, les plus gros réseaux ne servent même pas un point de vente pour 10 000 habitants. Donc c'est un objectif qui est un maillon critique de la chaîne pour pouvoir faire du développement économique. Je pense que c'est une excellente chose que le politique s'en saisisse. Hicham, même question? Je pense que le privé s'y intéresse depuis très longtemps. Je ne sais pas comment le politique va l'aborder, au-delà des annonces, au-delà du fait d'annoncer des chiffres en se disant, en nous rappelant des choses qu'on connaît déjà globalement par rapport au fait que ces points de vente servent les quartiers, font le crédit, ils ont, on va dire,
le scan de l'ensemble des ménages. Donc Mm. ça, ils le font depuis très longtemps. Je ne sais pas comment ils vont l'adresser. Maintenant, je sais que le privé l'adresse depuis très longtemps avec des solutions d'inclusion financière, avec le fait qu'on paye de la CNSS, avec le fait qu'on puisse distribuer de la recharge et tout cela. Donc c'est quelque chose qui a du Oui, c'est sens. vrai. Mais peut-être que la différence entre le privé et le public, c'est que si le projet ou l'objectif est chapeauté et pris en charge par l'État, pour faire simple, ça permettra peut-être une généralisation, une implémentation à l'échelle nationale beaucoup plus facilement. Vous voulez ma vraie opinion par rapport à ça? Comme toujours. Ça risque de pas marcher. Ah ouais? Tant que c'est le privé qui le fait, il a des métriques, il a Ben non, bah regardez, vous des dites que... logiques qui Ben font regardez la situation aujourd'hui. Vous avez dit qu'il y a eu des initiatives privées qui allaient dans ce sens. Mais des initiatives qui marchent. oui, qui très bien. marchent, mais pas à grande échelle. Moi, je vous dis que peut-être Alors, la différence, c'est de généraliser le processus à l'ensemble des épiciers et du territoire national. l'État ou l'administration est capable de généraliser quelque chose qui est homogène. On est en train de parler d'un réseau hétérogène. On a l'impression que c'est des distributeurs qui distribuent les mêmes produits, non? Qui distribuent la même chose de la même Presque un manière. peu. Vous Non, avez des petits commerces, des commerces un peu plus grands, mais globalement, ils font la même activité. Ah, si, Ils quand- vendent des quand- produits de base aux quand vous allez citoyens. descendre dans la granularité, vous allez trouver qu'un point de vente gagne de l'argent avec un produit, un autre gagne avec un autre produit, sachant qu'ils vendent le même produit. Hmm. Soit ils gagnent sur le crédit, soit ils gagnent sur des produits de première nécessité, soit ils gagnent sur les services qu'il rend, soit ils gagnent sur l'avance de cash qu'il fait, soit ils gagnent... En fait, ce n'est pas un réseau qui est complètement homogène. Et l'adresser d'une manière, on va dire, globale, me semble difficile. Il faut l'adresser tel que c'est fait avec le privé actuellement, qui s'adapte à chaque on va dire, spécificité de quartier. Bah tiens, on pose la question à un acteur privé qui est au contact avec ses épiciers. C'est vrai ce qu'il dit, Hichem, ou il y a un peu de nuance à apporter? À la base, votre question, c'était quoi? Juste qu'on que je sois sûr de répondre. Non, mais à la base, ma question, c'était celle que je vous ai posée. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Après, la discussion a dévié vers, Non, vers ce qu'on est en train de dire à l'instant avec Hichem. bah, écoutez, l'idée de mon point de vue, elle est excellente. Hmm. Parce que, comme je vous dis, à la fin de la journée, vous êtes dans une configuration, ce que les pouvoirs publics essaient de faire, c'est de servir le citoyen. Hmm. Ils ont une conviction forte, c'est celle qui consiste à dire que si vous drivez le citoyen vers vers des moyens de paiement digitaux, vers le fait d'avoir de l'argent sur un compte plutôt qu'en cash dans la poche, c'est un moyen de développement économique de manière générale pour Oui. le Maroc. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous mettez plus d'argent dans le bilan des banques. Quand les banques ont plus d'argent sur le bilan, elles financent plus facilement l'économie. Financer plus facilement l'économie, c'est-à-dire qu'elles donnent plus de crédit aux entreprises, qui par conséquent peuvent, eux, créer plus d'activités économiques. Elles donnent plus de crédit aux ménages, qui donc peuvent consommer davantage. Et donc, vous rentrez dans une configuration macroéconomique qui est plus favorable. Le point cardinal qui est poursuivi, c'est celui-ci. Donc, est-ce que l'idée de dire on va augmenter la distribution pour augmenter l'adoption, elle est bonne? Du point de vue d'un opérateur qui regarde ces questions-là tous les jours, il n'y a pas d'autre moyen que d'intégrer l'épicier dans cette boucle pour pouvoir atteindre cet objectif. Oui, ça c'est une certitude. Mais maintenant, la question qui a été soulevée par Hicham, c'est, bon, il dit que ça ne sera pas forcément plus simple et plus efficace si le projet est chapeauté et pris en charge par l'État. Il estime que c'est le privé qui peut éventuellement accélérer. Vous savez, il y a beaucoup la donne. d'initiatives qui ont été faites, notamment. Je vous donne des exemples. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers l'ANPME dans le temps, avait essayé de digitaliser ses points de vente. Il avait mis tout un programme qui permettait aux points de vente d'avoir un laptop. Ça n'a jamais marché. Il avait essayé aussi de mettre une sorte de rationalisation des moyens aussi. Donc il avait mis beaucoup de choses qui n'ont jamais marché. Pourquoi? Parce qu'ils ne répondent pas à l'impératif simple qui est d'apporter de la valeur à ce point de vente. Ce n'est pas une question de modernisation, c'est une question de qu'est-ce que tu m'apportes. Le privé répond à cette question. Quand un Smaïl se déplace, c'est globalement je t'apporte de la valeur, je t'apporte du business. Le débat est très basique. Et donc avec cela, le point de vente est capable de s'adapter. Donc la question n'est pas l'adoption des moyens, la question qu'est-ce que tu m'apportes à la fin. Si tu m'apportes quelque chose, ok. Et par contre, si tu me demandes de faire des efforts versus ce que je fais actuellement, il n'y a pas de réponse. Et c'est l'État, en général, il ne sait pas adresser, n'a pas de driver qui est le business. Il a un driver qui est la modernisation, d'ailleurs. Modernisation, rationalisation, faire en sorte de l'inclusion, voilà. Il n'a pas un driver business.
Alors mais que le privé, il a un autre driver. Oui, non, mais on est d'accord Voilà. là-dessus. Mais le rôle du politique et l'importance du politique, c'est qu'il donne peut-être le là à l'action qui suivra par la... Il donne que le cadre. Oui. Il met simplement un cadre. On parle de ça. C'est tout. Maintenant, ce que vous avez... Oui, mais c'est très important parce que la volonté politique. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que ça piloté ou chapeauté par le. Oui. C'est différent. différent. Le privé, quand il s'adresse, il s'attaque à une spécificité, il s'adapte à la taille du point de vente, il s'adapte aux produits qu'il vend, et puis après, il lui apporte des réponses, on va dire, pragmatiques, d'augmentation de son chiffre d'affaires et de son revenu. Il est sur quelque chose qui est du gagnant-gagnant. Et avec cela, le point de vente est capable de s'adapter, de se moderniser, d'accepter des moyens de paiement, d'accepter des reporting, d'accepter un certain nombre de choses. Si vous n'apportez pas ces réponses-là et que vous arrivez en lui disant « écoute, ils te font un laptop », bah, vous allez attendre pendant longtemps. Il ne s'agit pas de dire aux uns et aux autres qu'il vous faut un laptop. Autrement... la modernisation passe par quoi ? Mais c'est pas ça. Par une connexion. Oui. Il faut être très pragmatique. C'est quoi moderniser ? C'est pouvoir fournir des services financiers aux clients. Donc il faut un laptop ? Il faut plus qu'un laptop. Aujourd'hui, ils sont connectés. Ismaël, il travaille avec eux quotidiennement. Ils sont connectés déjà aujourd'hui. Il faut un device. Et ils ont un device, ils ont une connexion. Ils l'ont déjà. C'est pas ça. Il faut une connexion. Non, il faut plus qu'une connexion. Il faut changer de mindset et apporter de nouveaux services aux clients initiaux des Croyez-moi, c'est des gars qui sont plus smart que nous. Mais c'est ce que je dis. Vous dites le contraire. Vous dites on va leur ramener un laptop et une connexion comme s'ils n'étaient même pas connectés. Je suis en train de vous expliquer. Mais ça va pas ou non ? Ça se voit que vous faites le ramadan. Ça se voit que vous jeûnez aujourd'hui. On le fait tous. Moi, ça m'apaise. Moi, je suis très... Non, je suis sur un autre mood. Non, ce que je vous dis, c'est que la réponse en disant tiens, on apporte de la modernisation n'est pas une réponse. Par contre, si vous attaquez ce réseau, ces points de vente en disant je vais vous apporter du chiffre d'affaires et du revenu, c'est la vraie réponse. C'est ça la différence. C'est que d'un côté, le privé... Oui, c'est la finalité. Augmenter les revenus, c'est la finalité. Ça passe par la modernisation. Définitivement, il fait le ramadan. Pour répondre, peut-être juste... chacun est dans son rôle. L'État, son rôle, c'est de mettre un cadre. Les opérateurs privés, c'est de trouver le fameux product market fit pour que les épiciers adhèrent, commencent à utiliser le service. Après, je ne sais pas si c'est l'option qui sera privilégiée par ceux qui sont en charge de mettre en œuvre ce projet. Si effectivement le politique est là pour mettre le cadre et qu'on déléguera tout le reste aux acteurs privés, ou si c'est le public ou le ministère qui va chapeauter tout de A à Z. On va marquer une pause parce qu'une pause s'impose à 9h, surtout avec Hicham Hamedi. Ce matin, on va prendre le temps de discuter hors antenne et on va se retrouver juste après le journal de 9h, journal présenté par Mourad Baba. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin en ce jeudi 6 mars 2025. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec Hicham Hamedi et Ismaël Bargash. 9h37 parce qu'on a perdu 7 minutes au départ. Oui, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le mois de Ramadan, comme ça il y a des impératifs. Je crois qu'il veut juste que vous lui disiez que vous allez lui donner 7 minutes de plus. Je peux lui donner la parole jusqu'à 9h30. Si Ismaël est d'accord, moi ça ne me dérange pas. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Bon, Moul Hanout, on en parle. On en parle aujourd'hui parce qu'il sera amené vraisemblablement à l'avenir à faire plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui, à savoir vendre des biens de première nécessité à ses clients avec une ouverture vers des services financiers. Et on est en train de discuter en première partie d'émission sur, sur la pertinence de cette idée. Globalement, il y a un consensus pour dire que ça va dans le bon sens, de donner effectivement cette marge de manœuvre aux épiciers du coin. Maintenant, vous, ce que vous dites, c'est que tout dépend de ce qu'on va mettre dans ce projet qui a été présenté par le ministère de tutelle. Si c'est pris en charge effectivement par l'État, bon, ça risque de ne pas être implémenté assez rapidement. Quid du rôle des acteurs privés qui déjà aujourd'hui sont en contact étroit avec ces épiciers, ces commerçants du coin. Et puis la question que j'ai envie de vous poser, et elle s'était posée lorsque on avait essayé d'implémenter les solutions de mobile payment au Maroc, c'est est-ce qu'on va se retrouver dans la même configuration où vous aurez des grands acteurs financiers, bancaires et des télécoms qui vont essayer d'une manière ou d'une autre de s'immiscer dans ce segment pour s'accaparer ces activités
qui sont, en principe, si on a bien compris, destinés à ces petits commerçants qui souffrent d'une concurrence féroce, déloyale. On le voit de jour en jour avec les supermarchés qui pullulent dans les villes notamment. Alors, on n'est pas dans le secret des dieux, on ne connaît pas quelle est la nature de ce projet, mais il y a quelque chose d'assez important qui, à mon sens, peut dénouer beaucoup de choses. Par exemple, les droits de douane qui étaient imposés sur les équipements électroniques, notamment les smartphones, qui étaient de 17% l'année dernière. Donc ça, c'est quelque chose qui est rédhibitoire, qui ne permet pas, qui ne facilite pas l'équipement. Si vous voulez qu'on puisse faire en sorte à ce que chaque point de vente puisse disposer d'un device et à partir duquel il va accéder à un ensemble de services qu'il va pouvoir monnayer, il faut que ça soit pas cher. Et un des piliers, c'est la connexion et le device. Donc ça, c'est des éléments et quand je dis la connexion, il faut que la connexion soit disponible partout. Parce que quand on parle de points de vente, on parle de localités qui sont lointaines et il faut qu'il ait un accès au débit pour qu'il puisse permettre le paiement pour que vous puissiez payer des factures, pour que vous puissiez payer de l'impôt, pour que vous puissiez payer vos cotisations CNSA. Donc il faut que ça soit accessible. Donc ça, c'est un pilier sur lequel l'État peut facilement travailler. Deuxième chose, comme vous l'avez si bien dit, il va falloir s'ouvrir à d'autres types d'acteurs. Typiquement, sur le mobile payment, ça a été, ou sur les organismes de paiement, 80% sont des filiales d'acteurs classiques, voilà. Des filiales de qui ont banques, été créées. De banques. Non, mais à travers des filiales qui ont été créées spécialement pour... Et donc, ça fait qu'on est en train de dupliquer globalement le modèle qui n'a pas marché. Donc peut-être qu'il faudrait c'est une idée, interdire à ces acteurs. Non, pas interdire. Vous savez, moi je suis un libéral convaincu. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse faire un développement avec de l'interdiction. Mais on peut favoriser plutôt les startups, favoriser les fintechs. Dans l'absolu, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas interdire. Parce que dès que vous mettez une interdiction, les gens ont spontanément l'envie de braver. Ils trouveront le moyen. Oui, mais justement, alors, si je le dis, c'est parce que, regardez ce qui s'est passé avec le segment ou le marché du mobile payment. Vous avez, comme vous l'avez dit, essentiellement des acteurs classiques qui, alors que ce n'était pas fait pour ça à la base. Exact, parce qu'on n'a pas favorisé les startups. Et comment on favorise ? C'était le cahier des charges pour qu'on puisse soumettre. Vous avez un certain nombre d'impératifs qui font que seuls les organismes financiers auraient pu passer. Donc, c'est pour favoriser, il va falloir être flexible. Il va falloir que le papier A4 qu'on écrit soit simple et que ce soit une sorte de cahier des charges dans lequel l'innovation est un critère important plus qu'autre chose. Si on met autre chose, notamment la stabilité ou la disponibilité du cash, ou ou disposer déjà d'un ensemble de réseaux, ça fait que ces gens seront privilégiés. Ismaël ? Moi, ce que je pense, qu'il faut voir le problème comme un entonnoir. Effectivement, tout en haut de l'entonnoir, vous avez les pouvoirs publics, où vous avez le fameux papier A4 dont tu es en train de parler, Hicham, avec un cadre dans lequel on peut... Ensuite, en dessous, vous avez les établissements qui disposent des agréments, donc les banques ou les établissements de paiement. Et en dessous des établissements de paiement, vous avez les acteurs qui vont réellement faire les opérations sur le terrain. Les épiciers. Avant les épiciers, les fintech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une configuration où ce que Hicham appelle de ses voeux, c'est que n'importe qui, en se réveillant le matin, puisse décider de faire ce que fait un établissement de paiement. De l'autre côté, vous avez la Banque du Maroc qui vous dit un établissement de paiement, il gère quand même l'argent des gens. Donc moi, je veux un minimum Ça appelle à un changement de paradigme et de mindset. Voilà, donc peut-être que le juste compromis entre les deux, c'est de permettre à certaines entreprises qui ont une assise particulière de disposer d'un agrément pour pouvoir donner ces services-là. Aujourd'hui, pour connaître un peu le sujet, pour disposer de l'agrément, c'est lourd. Et que ces établissements de paiement puissent travailler avec des fintechs par le biais de ce qu'on appelle... Déjà le terme, pardon, je te coupe, mais déjà le terme agrément, vous l'employez sur n'importe quel sujet, dans n'importe quelle circonstance, ça a une connotation négative, de prime abord. C'est vrai. Dans le contexte marocain. Il faut pas... Ça ne devrait pas être le cas, parce qu'un agrément, ça devrait être juste une démarche administrative pour pouvoir réguler un petit peu... Qu'il y ait un cahier des charges, point barre. Moi, ce que je pense, c'est que là, le sujet, ce n'est pas un sujet de sémantique. D'un côté, c'est un sujet de protection. Non, c'est pas un sujet de sémantique, mais ça va percuter, parce que quand j'ai entendu le mot agrément, j'ai automatiquement pensé à notre précédente émission sur la question des VTC avec les bandits de grand chemin qui sévissent dans nos rues. Et c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher de vous interrompre. Je vais interrompre. Tu as tout à fait. Désolé. Je vais le faire. Promis juré, après la pause, vous aurez la majorité. En général, je n'interromps plus. Je suis vraiment désolé. Mais, pourquoi ? Parce qu'il a raison. Globalement, c'est logique. Bah oui.
Parce que pour une fois, ça arrive. C'est que globalement, le logiciel de l'administration, il est ainsi fait. Il est fait par autorisation. Il est fait par dérogation. Il n'est pas fait par cahier des charges et présomption d'innocence. Le logiciel est fait comme ça. Et donc, ils réagissent en se disant... Tout le monde est présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. Ah, voilà. Et donc, on va vous demander de démontrer que pas de blanche avant d'aller plus loin. Lui aussi, il est présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est Karim Droné qui nous a rejoint pour le flash. Non, lui, il est coupable. Il n'est pas présumé coupable. Non, juste une parole de bon sens. 9h16 sur Atlantique Radio, le point info avec Karim Droné. La suite juste après. Suite et fin des décodeurs d'Atlantique Matin. Je ne sais pas si on aura le temps de parler d'Elon Musk, parce que c'était l'autre sujet que je voulais aborder avec vous ce matin, mais on va rester sur Moul Hanout, ça nous concerne plus directement. Et je te donne la parole à Ismaël, parce qu'effectivement, on t'a pas assez écouté ce matin. Non, je sais plus c'était quoi exactement le sens de la question, mais de manière générale, moi, ce que j'en retiens, c'est que, effectivement, ce que j'étais en train de dire, c'était que d'un côté, vous avez les établissements de paiement qui... Le sujet, c'était est-ce qu'on autorise tout le monde à faire des services qui peuvent poser des problèmes, ou alors est-ce qu'on met une barrière à l'entrée, et ensuite, si on met une barrière à l'entrée, à quel point cette barrière à l'entrée doit être élevée ou basse. Aujourd'hui, force est de constater que pour pouvoir faire ces services-là, la barrière à l'entrée est très élevée. C'est très lourd de pouvoir disposer d'un agrément d'établissement de paiement. On n'en donne pas à n'importe qui. Et je pense que le fond du débat, où le combat à mener n'est pas celui de dire il faut donner des agréments à tout le monde, ou là il faut annuler la notion d'agrément et que n'importe qui veut puisse... parce que ça n'arrivera pas parce que c'est la bonne chose ou la mauvaise, parce que c'est pas quelque chose qui va arriver. C'est votre intime conviction. Oui, c'est bon, c'est fini. Ça sert à rien de... C'est un esprit défaitiste, ça, qui dénote avec... Non, c'est pas un esprit défaitiste. Ce qu'il faut, c'est aller chercher les solutions là où elles sont. Il y a des solutions. Les solutions, c'est que vous ayez des fintechs qui soient très agiles, très légères, petites, etc., qui puissent travailler de manière très facile avec des établissements de paiement. Aujourd'hui, vous avez des établissements de paiement. Certains d'entre eux proposent des services qu'on appelle BaaS. BaaS, ça veut dire Bank as a Service, c'est-à-dire qu'ils vous fournissent des API. Les API sont des protocoles informatiques qui vous permettent, vous, en tant que fintech, d'aller consommer le système d'information de l'établissement de paiement en lecture ou en écriture. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez aller chercher les données qu'il y a dans l'établissement de paiement pour pouvoir en faire ce dont vous avez besoin, ou aller écrire des opérations dans les livres de l'établissement de paiement. Et donc, ce faisant, ce que vous créez, c'est une configuration générale, parce que si vous voulez réellement que ce genre d'initiative prenne, la seule manière d'y arriver, c'est de créer une prolifération des initiatives. Vous êtes dans une configuration... En général, les pays dans lesquels ça marche, vous avez 100 fintechs qui se font, sur les 100, il y en a une qui fonctionne. Et c'est ça la difficulté de compréhension quand on regarde le sujet de manière top-down. D'en haut, on se dit ce qu'il faut, c'est que l'épicier fonctionne, donc il nous faut des initiatives avec l'épicier, etc. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une initiative pour aller convertir l'épicier, il y en a 1000. Vous avez 1000 manières de le faire, vous avez 1000 Oui, mais encore manières... faut-il donner l'opportunité à ceux qui veulent instaurer ce changement de C'est bien ce que je suis en train de bosser. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Le compromis aujourd'hui est en train de commencer à se construire. On a aujourd'hui des entreprises qui ont consommé les API des établissements de paiement et qui ont proposé des services. Pour l'instant, ce n'est pas encore des grands succès. Il faut appeler un chat, il faut dire ce qui est. Maintenant, c'est normal parce que pour que ce genre d'initiative fonctionne, il faut une prolifération de ce genre d'initiative. Aujourd'hui, on n'a pas encore une prolifération. On a les premiers qui ont commencé à le faire. Et vous avez deux grands bottlenecks, deux grands freins pour pouvoir faire que ça se fasse. La première, c'est la tech. Aujourd'hui, la tech, c'était le gros sujet il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins un sujet. C'est beaucoup moins un sujet parce que vous avez 4 établissements de paiement qui aujourd'hui sont en pignon sur rue et vous disent à toutes les startups, si vous voulez, venez prendre mon API et vous avez de quoi travailler. Et le second, c'est le réglementaire. Le règlement, en général, la Banque du Maroc vous demande de voir votre dossier avant de vous permettre. De montrer patte blanche. De montrer patte blanche. Le temps que ça prend est quand même, pour l'instant, encore beaucoup trop élevé. Donc aujourd'hui, c'est plus un sujet tech, c'est davantage... Et des initiatives, vous en avez énormément. Vous en avez énormément. Et c'est vrai que la barrière à l'entrée est encore aujourd'hui un peu trop haute. Ah tiens, pour aller dans le même sens, ce que peut faire l'administration, c'est toujours un papier A4, permettre aux fintech d'accéder à ces API, d'obliger tous les établissements d'ouvrir les API, de 1, de 2 sur la partie prix. D'obliger
Vous Vous savez, voulez pas interdire, il ne faut pas l'obliger non plus. obliger, c'est d'ouvrir, c'est tout. Si une start-up vous demande. Non, ça fait sens de dire on va obliger si Obliger, jamais on vous avez donne une un demande. droit particulier à Exactement. quelqu'un. On peut l'obliger à faire quelque chose en parallèle de ce droit. Oui, dit comme ça, oui. Je suis convaincu. Ouais. Super. J'ai un traducteur, c'est excellent. Tout dépend Deuxième comment vous chose. amenez la question. Oui, C'est vous très savez, la bien. pédagogie, Très bien. c'est Faut tout, trouver les, c'est tout un art. faut Non, trouver les non, bons non. mots avec Aedi. Clairement, il fait la mode. Ça, c'est sûr. Deuxième chose, c'est que il n'y a pas longtemps, le Conseil de la concurrence s'est intéressé à la question et il a sévi en demandant une réduction de marge. Par exemple, l'État, ce qu'elle peut faire, c'est que sur l'ensemble des prestations publiques, qu'elle mette un discount si c'est payé de manière digitale. Et ça permet de faire réellement à ce que ces fintechs gagnent de l'argent. Moi, de mon point de vue, le sujet n'est pas un sujet prix. C'est d'abord, si on parle de l'épicier, c'est d'abord un sujet distribution. Les prix vont se réguler avec la taille critique des initiatives. Vous regardez aujourd'hui les pays où ça fonctionne. Ce qui s'est passé, c'est que les prix étaient élevés au début et dès que la distribution a progressé, vous avez c'est des secteurs qui deviennent oligopolistiques. Ouais. Très rapidement, vous n'avez pas 500 vainqueurs, vous en avez 3 ou 4. Et quand vous avez 3 ou 4 vainqueurs, ce qui se passe, c'est que... Pourquoi vous avez que 3 ou 4 vainqueurs? Parce que c'est drivé par la taille critique que vous arrivez à atteindre. Donc si vous restez à petite taille, vous ne pouvez pas vivre. C'est comme ceux qui font de la distribution les Glovo, et Jumia Food et Uber Eats, etc. Vous n'en avez pas 500 parce qu'il faut une taille critique pour que ça fonctionne. Là, c'est la même chose. Et quand vous êtes à une taille critique et que vous êtes 2 ou 3 acteurs en concurrence, ce qui se passe, c'est que les prix baissent. Donc moi, je ne pense pas que le fond du sujet, je pense que c'est contre-productif de venir dire... Ça peut être un vrai support au départ. C'est qu'au départ, effectivement, pour construire le network, il faut du temps, il faut des mois de travail, il faut du marketing. Et si au départ, l'État stipule qu'on paye d'une manière digitale et que Smaïl puisse accéder pour payer, je ne sais pas, la Redal ou quelqu'un d'autre avec un discount de 3, 4, 5%, c'est un vrai incentive. Et donc, ça apporte de la valeur et à l'épicier et au client final. Donc, ça permet d'accompagner. Mais dans ce cas-là, ce que tu es en train de prôner, c'est qu'il faut augmenter les prix pour mieux payer la distribution. Non, réduire les prix. Si vous réduisez les prix, aujourd'hui, le principal problème de ce dont vous êtes en train de parler, qui sont les commissions sur le settlement, sur la compensation des grands facturiers, c'est un problème de distribution. Aujourd'hui, parce que celui qui vend la compensation, c'est un petit épicier. Ça peut être une mesure d'accompagnement momentané. Avec le petit épicier, si vous voulez. Aujourd'hui, un petit épicier gagne 0,75 dirhams quand il paie une facture de 1000 dirhams. Peanuts, c'est peanuts. Il le fait vraiment pour rendre service. C'est pour compléter son offre. C'est vraiment un produit d'appel. C'est pour cela que, probablement, si l'administration se dit je mets un budget d'accompagner pendant les 6 premiers mois une start-up dans son déploiement, ça permet de faire en sorte à ce que le service puisse être généralisé, disponible, parce qu'on connaît comment ça se passe. L'attraction, au départ, ça se passe via la disponibilité et le prix. Et si les deux, on l'a dès le départ... Moi, ce que je pense, c'est que sur cette question en particulier, il faut être radicalement libéral. Il faut laisser le marché faire. Clairement. Les prix, il ne faut pas y toucher. Les prix, de toute façon, se régulent. Vous regardez les pays dans lesquels ce genre d'industrie est mature, les prix sont extrêmement bas. Et ils sont extrêmement bas du fait d'une adoption très forte des gens, de leur disponibilité. J'ai une dernière question à vous poser. Il y a les services financiers, effectivement, qu'on a évoqués, puis aussi les services postaux. L'idée, c'est de faire en sorte que ces épiciers soient des points de relais pour les livraisons des colis adressés par des entreprises à leurs clients. Bon, c'est une idée qui coule de source. On a un réseau on est à combien? On est à plus de 200 000 épiciers sur l'ensemble du territoire. Non, pas autant. Moins? On est à moins? Combien? Si vous prenez la population des épiciers, plus Moulzrea, c'est aux environs de 120 000. Très bien. Bon, ça fait quand même un réseau très très important c'est le plus gros réseau du Maroc. De points de chute, au-delà des services financiers, de points de chute pour les livraisons des colis, pour toutes les activités e-commerce ou autres. Ça me semble être une idée qui coule de source. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui se sont investies dans ça. Qui font ça. Et on a beaucoup. Vous avez aujourd'hui des épiciers qui réceptionnent les colis des clients. Des épiciers. Non, mais c'est ça. Principalement des libraires. Moi, je parle de ça, des épiciers. En fait, je m'interroge qu'on est attendu en 2025 pour appliquer ça, et le privé une idée qui coule de source. Il y a une boîte que j'ai vue net qui s'appelle Jiblili qui fait ça depuis très longtemps. KT10 qui sont très forts. Jiblili. Il y a des petites boîtes qui font ça. Jiblili.
Oui, oui. Ouais, c'est bien ça. C'est mignon. C'est mignon. C'est une boîte marocaine Ouais. et c'est une vraie pépite. C'est très sympa ce qu'ils font. Mais qui ne travaillent pas avec les épiciers. Parce Ils que travaillent avec les points de vente de proximité. Enfin, pas Ça peut spécialement être un les épicier, ça peut être autre chose. Principalement, c'est des libraires. Mais effectivement, c'est une très bonne idée. Mais pourquoi ça fait sens? Parce que tout à l'heure, Ismaël a dit un élément très important. Ces petits épiciers, ils gagnent, leur marge, elle est dérisoire sur les biens et les services qu'ils proposent et les biens qu'ils vendent. Donc l'idée, et en plus avec Plus la on a de concurrence, services, avec la concurrence féroce des supermarchés qui pilulent, moi à côté de chez moi, j'ai deux, bon, sans citer d'enseigne, mais deux supermarchés flambant neufs qui ont encerclé un petit épicier. Il y en a un à droite, un à gauche. Il fait comment le gars? Donc il doit diversifier effectivement ses activités. Exact. Enfin, moi, moi, de mon point de vue, quand vous parlez du service dont vous êtes en train de parler, c'est concrètement l'épicier, ce qu'il va faire, c'est la même chose que ce qu'il va faire quand il va payer une facture. Il faut regarder le sujet dans sa globalité, c'est-à-dire le sujet qu'on appelle dans notre jargon le settlement, la compensation. C'est effectivement la quantité de services que vous pouvez mettre dans ce grand bucket de compensation, il y en a énormément. Et vous avez des entreprises qui le font très bien aujourd'hui. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'adoption chez les épiciers. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que originellement... Parce qu'ils n'ont pas une connexion device comme dit Hicham? Non, ça, ils sont tous connectés, les épiciers, ça c'est pas vrai. La raison, c'est parce que c'était pas possible jusqu'à récemment. Déjà. C'était pas possible jusqu'à récemment. Pourquoi? Il y avait des raisons techniques parce que vous avez eu la première version de l'agrément des établissements de paiement. La première chose qu'ils vous demandaient pour convertir un épicier, c'était que vous leur rameniez la patente personne physique. Or, chez les épiciers, 95% des épiciers fonctionnent avec le phénomène de l'glès. Donc, ce n'est pas possible d'aller demander à un glès une patente qui ne lui appartient pas, ensuite d'ouvrir un compte compte d'agent détaillant au nom du gless, parce que si vous ouvrez au nom du propriétaire, quand on descend dans la granularité, ce qui se passe. Non, mais c'est très intéressant. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de parler du réel et du concret. Parce que on peut pas l'adresser. Vous avez une heure? Malheureusement. Mais on peut continuer la discussion hors antenne. Bon, les éditeurs seront privés de la discussion, mais le temps qui vous est imparti est terminé. Mais c'est très intéressant, et ce que je vous propose, c'est... En tout cas, si vous voulez une phrase pour résumer, aujourd'hui, le fait de pouvoir faire des services financiers chez l'épicier, jusqu'à aujourd'hui, c'est encore, je pense, de mon point de vue, encore beaucoup trop régulé. D'accord. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut déréguler. C'est ce par quoi Hicham a commencé cette émission tout à l'heure. On a trop de restrictions et il faut de la disruption dans... Finalement, j'avais raison, une heure avant. Oui, tout est bien qui finit bien, Hicham. Merci beaucoup, messieurs. Il est 9h30. Ce que je vous propose, c'est de reprogrammer ce sujet. On va reparler de Moul Hanout parce qu'effectivement, c'est un maillon essentiel de la stabilité socio-économique du pays. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres aspects que nous n'avons pas abordés ce matin, faute de temps. Merci beaucoup, Smaïl. Merci, Hicham. Hicham va nous faire une syncope parce qu'il est 30, il n'a pas fait les 7 minutes que vous lui avez. Exactement. Il se vengera la prochaine fois. Ramadan Moubarak Saïd, encore une fois, à vous tous. Et Karim Droné revient pour le journal de 9h30. Vous écoutez Atlantic Radio.